Ma sœur, la fierté de papa, a usurpé mon identité, a ouvert des cartes de crédit à mon nom et m'a laissé une dette de 59 000 $. Papa a dit, laisse tomber. C'est ta sœur. J'ai déposé une plainte à la police. Au tribunal, mes parents ont témoigné contre moi. Le juge a posé une question. Et mon père s'est figé. La salle d'audience était si silencieuse, que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Mon père était assis 3 rangées derrière moi, les mains croisées, la mâchoire serrée, comme s'il se préparait à un impact imminent. Ma sœur regardait droit devant elle, faisant semblant que je n'existais pas. Puis, la juge s'est penchée en avant, et a posé à mon père une simple question. Juste une. Pas sur la loyauté, pas sur le pardon, mais sur l'argent, sur la responsabilité, sur la question de savoir s'il avait déjà proposé de réparer ce que sa fierté et sa joie avaient brisé. Son visage s'est décomposé. Et dans ce silence, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant, et de libérateur à la fois. La vérité n'avait plus besoin de moi pour la défendre. Je suis le sergent Emily Carter, de l'armée des États-Unis. J'ai 29 ans, et il y a 3 semaines, j'étais assise dans un tribunal de comté, portant des vêtements civils qui ressemblaient à un déguisement, regardant mes parents témoigner contre moi. Pas contre la personne qui a volé mon identité. Pas contre celle qui a ouvert des cartes de crédit à mon nom. Contre moi. Si vous m'aviez dit, il y a 1 an, que mon propre père regarderait un juge dans les yeux, et me traiterait de vindicative pour avoir signalé un crime, j'aurais ri. J'aurais dit que vous ne connaissiez pas ma famille. Que mon père croyait au travail acharné, à la responsabilité, et au fait de faire ce qui est juste. Que ma sœur était sa fierté, bien sûr, mais pas au détriment de la vérité. J'avais tort. L'huissier a appelé le numéro de l'affaire, et nous nous sommes tous levés. La juge est entrée dans sa robe, oscillant légèrement en prenant place. Je me souviens avoir pensé à quel point elle avait l'air ordinaire. Pas de drame, pas de colère, juste des yeux fatigués, et une pile de dossiers. Ma vie, réduite à des papiers, attachés ensemble. Je n'ai pas regardé en arrière quand mes parents sont entrés. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir la déception de ma mère, comme une pression sur ma nuque. Mon père n'est pas venu s'asseoir à côté de moi. Il est allé directement à la rangée derrière ma sœur, a posé une main sur son épaule, et l'a laissée là. C'est à ce moment-là que c'est devenu réel. Ma sœur Rachel était l'accusée, inculpée pour usurpation d'identité et fraude à la carte de crédit. Cette carte, 59 000 $, le tout à mon nom, le tout remontant à l'adresse de mes parents. J'étais la victime. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'étais aussi la méchante. Avant de vous dire ce que la juge a demandé à mon père, avant de vous raconter comment une seule question a démêlé l'histoire qu'il se racontait depuis des années, je dois vous ramener au début. Au matin où mon téléphone a vibré dans un couloir de la caserne, et où tout ce que je croyais savoir sur ma famille s'est effondré, parce que cela n'a pas commencé dans un tribunal. Cela a commencé par une alerte de crédit. J'étais à la base de Fort Cavazo, attendant le début de mon service. Le couloir sentait le nettoyant industriel et le café brûlé. Je me souviens avoir fait défiler mes emails, en écoutant d'une oreille 2 soldats se disputer à propos du service du week-end, quand mon téléphone a vibré. Alerte de crédit, changement significatif détecté. J'ai failli l'ignorer. Mon score de crédit ne changeait pas. Je payais tout à l'heure. Je suivais mon argent de la même manière que je suivais mon équipement. Méthodique, précise, aucune place pour l'erreur. Cette habitude m'avait maintenu à flot depuis mon engagement à 19 ans. Mais quelque chose m'a poussé à appuyer sur la notification. Le chiffre qui s'est affiché n'avait aucun sens. Je l'ai regardé comme s'il était écrit dans une autre langue. 3 mois plus tôt, mon score était de 760. On ne perd pas plus de 300 points par accident. Une telle chute signifie quelque chose de catastrophique. Mes mains ont commencé à trembler alors que j'ouvrais le rapport complet. Une carte, puis une autre, puis une autre. Des noms que je reconnaissais. Capital One, Chase, Discover. Des cartes que je n'avais jamais ouvertes. Solde au maximum. Paiement manqué. Frais de retard empilés sur des frais de retard. Dette totale, 59 214 $. Je me suis assise sur le carrelage froid, parce que mes genoux ne me soutenaient plus. J'ai appelé la première banque listée.
Ma voix semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Il doit y avoir une erreur, ai-je dit. Je n'ai pas ouvert ce compte. La femme au bout du fil a marqué une pause. Madame, ces comptes ont été ouverts en utilisant votre numéro de sécurité sociale. L'adresse de facturation enregistrée est, et elle l'a lu à haute voix, la maison de mes parents. Les murs semblaient se refermer sur moi. Je lui ai demandé de répéter. Elle l'a fait. Même adresse, même code postal, l'endroit où j'ai grandi, l'endroit que mon père appelait toujours sa maison. J'ai raccroché, et j'ai ouvert un autre relevé. Puis un autre. Le schéma était impossible à ignorer. Des frais dans des grands magasins, des virées shopping en ligne, un séjour à l'hôtel le week-end, des frais de transfert de soldes datés de mon anniversaire. J'ai pensé aux publications Instagram de Rachel, aux nouvelles bottes, aux nouveaux téléphones, aux légendes sur le fait de prendre un nouveau départ et de se faire plaisir. Ma poitrine s'est serrée. Rachel avait 4 ans de plus que moi. Celle pour qui mon père s'inquiétait toujours. La sensible. Celle qui ressentait les choses profondément. En grandissant, elle avait besoin d'aide. Moi, non. Ou du moins, c'est ce que tout le monde avait décidé. Tu es forte, Émilie. Mon père avait l'habitude de dire, tu t'en sortiras. Alors, j'ai appris à ne pas demander. J'ai payé mes propres études au collège communautaire avant de m'engager. J'envoyais de l'argent à la maison quand Rachel avait besoin d'un peu d'aide. Je donnais mes informations à mes parents chaque fois qu'ils me le demandaient, parce qu'ils étaient ma famille. Parce que quel genre de fille remet en question son propre père? Maintenant, j'étais assise sur le sol d'une caserne, fixant une dette que je n'avais pas créée, réalisant que mon avenir financier, et peut-être ma carrière militaire, ne tenaient qu'à un fil. Les habilitations de sécurité n'aiment pas les dettes inexpliquées. Les commandants n'aiment pas les soldats qui ressemblent à un fardeau. Je me suis levé lentement, et je suis sorti. La chaleur du Texas m'a frappé comme un mur. Mon uniforme collait à ma peau alors que je composais le numéro de mon père. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Et M, a-t-il dit, chaleureux comme toujours. Quoi de neuf? J'ai ouvert la bouche pour parler, et rien n'est sorti. J'essayais encore de trouver la version de la réalité où cela n'était pas en train de se produire. Papa, ai-je finalement dit, est-ce que Rachel a ouvert des cartes de crédit à mon nom? Il y eut une pause, pas de confusion, pas de surprise. Juste le silence. Émilie, dit-il prudemment. Pourquoi ne viens-tu pas à la maison ce week-end, et on en parlera? C'est là que j'ai su. Et c'est là que la vie que je croyais protégée a commencé à s'effriter. J'ai conduit jusqu'à la maison ce week-end-là, la mâchoire si serrée que j'en avais mal. Le trajet de Fort Cavazo à la maison de mes parents durait un peu moins de 3 heures, assez longtemps pour que mes pensées tournent en boucle, et s'emballent sans pitié. Kilomètre après kilomètre, d'autoroutes plates du Texas, d'herbes broussailleuses et de panneaux publicitaires délavés, et une question martelant dans ma tête. Depuis combien de temps cela durait-il? La maison de mes parents ressemblait à ce qu'elle avait toujours été. Bardage beige, rambarde de Porsche blanche que mon père repeignait un été sur deux. Le drapeau américain accroché près de la porte, légèrement effiloché sur les bords. Pendant une seconde, je me suis presque convaincu que j'avais réagi de manière excessive, qu'il y avait une explication qui ne se terminait pas par une trahison. Puis, la voiture de Rachel était dans l'allée, un modèle plus récent que celui qu'elle avait l'année dernière. Je me suis garé derrière elle et je suis resté là un moment, moteur éteint, clé toujours à la main. Je me souvenais d'avoir 10 ans, debout dans cette même allée, avec un genou écorché saignant à travers mon jean. Mon père m'avait jeté un coup d'œil, puis avait regardé Rachel, qui pleurait parce qu'elle avait manqué un but à l'entraînement de football. « Tu vas bien, et M, avait-il dit. Va te laver. Ta sœur a besoin de moi maintenant. » Je suis sorti de la voiture. Rachel était sur le canapé, faisant défiler son téléphone quand je suis entré. Elle a levé les yeux, a souri trop rapidement, puis a posé le téléphone face contre terre. Ma mère se tenait dans la cuisine, les mains occupées à rien. Mon père était appuyé contre le comptoir, les bras croisés, déjà sur ses gardes. Personne ne m'a offert de câlin. Je ne me suis pas assise. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Les yeux de Rachel se sont tournés vers mon père. Émilie, a-t-il dit, soupirant comme si je l'épuisais déjà.
calmons-nous tous. Depuis combien de temps utilises-tu mon identité, ai-je demandé à nouveau, ma voix stable d'une manière qui m'a surprise moi-même. La bouche de Rachel a tremblé. Elle s'est levée et a croisé les bras, se recroquevillant sur elle-même comme elle le faisait toujours quand les choses allaient mal. J'allais te le dire, a-t-elle dit. J'avais juste besoin de temps. Du temps pour faire quoi, ai-je craqué. Accumuler 59 000 $? Ma mère a eu un petit hoquet de surprise. Émilie, s'il te plaît. Je me suis tourné vers elle. Tu le savais. Elle a baissé les yeux vers le comptoir. C'était une réponse suffisante. Mon père s'est avancé. Ta sœur a des difficultés. Alors, tu as volé ma vie, ai-je dit à Rachel. C'était ça, la solution? Je n'ai rien volé, a-t-elle répliqué, soudainement défensive. Je l'ai emprunté. J'allais rembourser une fois que je serai remise sur pied. Tu as ouvert cette carte de crédit à mon nom, ai-je dit. Ce n'est pas un emprunt. Tu es dans l'armée, a-t-elle dit, la voix s'élevant. Tu as un salaire fixe, des avantages. Tu vas bien. Elle était là. La phrase qui m'avait suivi toute ma vie. Tu vas bien. J'ai ri, un rire court et sec. Je ne vais pas bien. Mon crédit est détruit. Je pourrais perdre mon habilitation, ma carrière. Mon père a levé la main. C'est dramatique. Je l'ai fixé. Dramatique, papa. C'est un crime. Il a secoué la tête. C'est la famille. On n'appelle pas la police pour la famille. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Alors, c'est quoi le plan? Je paie juste pour ça? Ma mère a finalement parlé. Nous pensions que tu pourrais peut-être l'aider à se remettre sur les rails, lentement, avec le temps. Avec le temps, ai-je répété. Cela va me suivre pendant des années. Rachel a reniflé. J'ai dit que j'étais désolé. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Pas de honte, pas de peur, juste de l'agacement que j'ai découvert le pot aux roses. Je ferai des paiements quand je pourrai, a-t-elle dit. Mais je ne peux rien signer de légal. Et si quelque chose arrivait? Et si quelque chose arrivait, ai-je fait écho. Quelque chose est déjà arrivé. La voix de mon père s'est durcie. Ça suffit. Tu ne vas pas ruiner la vie de ta sœur pour de l'argent. J'ai senti mes mains trembler. Tu me demandes de ruiner la mienne à la place. Il m'a regardé comme s'il ne comprenait pas le problème. Tu es forte, Émilie. Tu retombes toujours sur tes pieds. C'était ça. La phrase qui expliquait tout. Rachel n'était pas celle qui devait porter les conséquences. C'était moi. J'ai essayé une dernière fois. Si elle signe un accord de remboursement, je n'irai pas voir la police. Rachel a secoué la tête immédiatement. Non, ce n'est pas juste. Mon père a hoché la tête. Elle a raison. Nous n'allons pas transformer cela en un gâchis juridique. Quelque chose est devenu silencieux en moi. La partie qui espérait encore. Alors je m'en occuperai moi-même, ai-je dit. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dépose une plainte à la police. Rachel a éclaté en sanglots. Ma mère s'est précipitée à ses côtés. Le visage de mon père est devenu rouge. Tu ne ferais pas ça, a-t-il dit. Je le ferai, ai-je répondu. Et je vais le faire. Il a pointé le doigt vers la porte. Si tu fais ça, ne reviens pas ici. Je suis sorti sans un autre mot. Le trajet de retour vers la base semblait irréel, comme si je regardais ma vie de l'extérieur. J'ai déposé la plainte le lundi, fait des déclarations, remis des documents. La détective n'a pas scié. C'est une usurpation d'identité, a-t-elle dit. Claire comme de l'eau de roche. Quand mes parents l'ont découvert, mon père a laissé un message vocal. Tu as franchi une ligne, a-t-il dit. Tu as embarrassé cette famille. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans une salle d'audience, réalisant que l'embarras était le cadet de mes soucis. Au moment où la date du procès est arrivée, j'avais arrêté de faire mes nuits. Chaque fois que je fermais les yeux, mon esprit rejouait des chiffres au lieu de rêves. Solde, taux d'intérêt, date d'échéance,
la mathématique lente et implacable d'une vie qui s'effiloche, parce que quelqu'un d'autre a décidé que mon nom était pratique. De retour à la base, je gardais une posture droite et une voix égale. Je faisais mon entraînement physique. J'arrivais tôt. J'atteignais tous les standards. Sur le papier, j'étais toujours le sergent Emily Carter, fiable, carré, digne de confiance. À l'intérieur, je retenais mon souffle, attendant les retombées. La première réunion avec mon officier commandant a été professionnelle, mais raide. Il ne m'a accusé de rien. Il n'avait pas à le faire. Il a glissé une copie imprimée de mon rapport de crédit sur le bureau, a tapoté la dette totale avec son stylo, et a dit « Cela pourrait devenir un problème si ce n'est pas résolu. » « J'y travaille, monsieur, ai-je dit. Il a hoché la tête. « Je l'espère. Vous avez un bon dossier. Ne laissez pas des problèmes personnels devenir des problèmes professionnels. » Des problèmes personnels? C'est à cela que ma vie avait été réduite. Les banques ont commencé à appeler matin et soir, des numéros que je ne reconnaissais pas, allumant mon téléphone, les messages vocaux s'empilant, chacun plus urgent que le précédent. Je répondais quand je pouvais, j'expliquais la fraude, je demandais du temps. Certains étaient compréhensifs, d'autres non. Selon nos dossiers, madame, ces comptes ont été ouverts avec votre consentement. Non, disais-je pour la 100e fois, ils ne l'ont pas été. Vous devrez le prouver. Prouvez-le. J'ai faxé des rapports de police. J'ai téléchargé des déclarations sous serment. J'ai envoyé par la poste des copies de ma carte d'identité et de mes ordres militaires, montrant que j'étais déployé ou en formation lors de certaines ouvertures de compte. Chaque étape ressemblait à une supplication pour être crue au sujet de ma propre vie. Un après-midi, pendant le déjeuner, je me suis assise dans ma voiture, faisant défiler les réseaux sociaux de Rachel à nouveau, même si je savais que je ne devrais pas. C'était comme appuyer sur un bleu pour voir si ça faisait toujours mal. Elle était là, une publication datant de 8 mois plus tôt, un selfie souriant dans le miroir d'un grand magasin, des sacs de course à ses pieds. La légende disait « Énergie nouveau départ ». L'eurodatage correspondait à une dépense sur l'une des cartes. 2300 $. Même magasin. J'ai éteint mon téléphone, et j'ai posé mon front contre le volant. Je n'étais plus seulement en colère. J'étais en deuil. Pas de l'argent, pas du score de crédit, mais de l'idée de ma famille, de la croyance que, le moment venu, mes parents me protégeraient comme je m'étais toujours protégé moi-même. La détective assignée à mon dossier, la détective Harris, m'a appelé 2 semaines avant l'audience. Nous avons terminé l'enquête préliminaire, a-t-elle dit. Les preuves sont solides. À quel point, ai-je demandé. Elle n'a pas hésité. Schéma clair. Compte multiple. Charge liée à l'adresse de vos parents. Adresse IP. Message texte où votre sœur demandait vos informations. Ça va aller au tribunal. Mon estomac s'est noué. Mes parents sont furieux. Cela ne change pas les faits, a-t-elle répondu. Êtes-vous prête à ce qu'ils se présentent? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Ils le font souvent, a-t-elle dit. Parfois, pas pour la raison que vous espérez. La veille de l'audience, mon père a finalement appelé. Pas pour s'excuser, pas pour demander comment je tenais le coup. L'avocat de Rachel dit que cela pourrait ruiner son avenir, a-t-il dit. J'ai fermé les yeux. Elle a ruiné le mien. Elle a fait une erreur, a-t-il insisté. Tu vas trop loin. Aller trop loin aurait été de prétendre que cela n'était pas arrivé, ai-je dit. Aller trop loin aurait été de la laisser continuer à le faire. Il y eut une pause. Si tu aimais ta sœur, tu abandonnerais les charges. Si tu m'aimais, ai-je dit doucement, tu ne me demanderais pas de le faire. Il a raccroché. Le matin de l'audience, je portais un blazer bleu marine et un chemisier blanc. Mon uniforme est resté dans le placard. Je ne voulais pas que la salle d'audience voie un soldat. Je voulais qu'il voie une personne. Quand je suis arrivé, Rachel était déjà là avec son avocat. Elle semblait plus petite, d'une certaine manière. Pas de maquillage, les cheveux tirés en arrière. Elle ne m'a pas regardé. Puis mes parents sont entrés. Ils ne m'ont pas salué. Ils sont allés directement vers elle. Ma mère a pris la main de Rachel. Mon père s'est penché et a chuchoté quelque chose qui l'a fait hocher la tête.
Ils se sont assis derrière elle comme un mur. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, pas de la surprise, mais une confirmation. C'était le camp qu'ils avaient choisi. La juge est entrée. L'huissier a appelé l'affaire. Les charges ont été lues. Rachel a plaidé non coupable, sa voix tremblant juste assez pour sembler convaincante. Puis son avocat s'est levé. Votre honneur, la défense aimerait appeler des témoins de moralité. Mon cœur a chuté. Ma mère a pris la barre en premier. Ce n'est pas une criminelle, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. C'est une bonne personne qui a été dépassée. Puis mon père, mon autre fille a toujours été rancunière, a-t-il dit, regardant droit devant lui. Elle utilise cela pour punir sa sœur. J'étais assise là, les mains serrées sur mes genoux, écoutant mon propre père réécrire ma vie. Et puis, la juge a levé les yeux du dossier. C'est là que tout a changé. La juge n'a pas interrompu mes parents pendant qu'ils parlaient. Elle n'a pas soupiré, ni froncé les sourcils, ni donné aucun signe extérieur de ce qu'elle pensait. Elle a simplement écouté, son stylo bougeant lentement sur un bloc-notes jaune, les yeux baissés sur les documents devant elle, puis se levant à nouveau pour étudier les gens dans sa salle d'audience. Ma mère a tamponné ses yeux avec un mouchoir en descendant de la barre des témoins, évitant soigneusement mon regard. Mon père a suivi, les épaules carrées, la mâchoire serrée comme s'il venait de défendre quelque chose de sacré. Rachel était assise très immobile à la table de la défense. Son avocat s'est penché près d'elle, et lui a chuchoté quelque chose. Elle a hoché la tête, l'image même de la fragilité. La fille qui valait la peine d'être sauvée. Je me sentais vide, pas en colère, pas choqué, juste vidé comme si quelqu'un avait plongé la main à l'intérieur, et avait retiré la dernière partie douce de moi. Pendant un bref instant, je me suis demandé si j'aurais dû rester silencieuse. Si peut-être tout cela, la dette, les dommages, le tribunal, était pire que de vivre avec le mensonge. C'était la voix que j'avais été entraîné à écouter toute ma vie, celle qui disait « Ne fais pas de vagues. Ne rends pas les choses plus difficiles. Tu peux le gérer. » Puis j'ai regardé la pile de papiers devant la juge, mon rapport de crédit, la déclaration sous serment, les journaux de transaction, les preuves que je n'avais pas imaginées. La juge a ajusté ses lunettes, et a finalement parlé. « Monsieur et Madame Carter », a-t-elle dit d'une voix égale. « Veuillez rester debout. » Mes parents se sont figés. Mon père a cherché la main de ma mère, la serrant d'un coup, comme s'ils se préparaient ensemble. « J'ai écouté votre témoignage », a continué la juge. « Vous croyez que votre fille Rachel a fait une erreur. Vous croyez que cette affaire aurait dû être traitée en privé, et vous croyez que les actions de votre autre fille sont motivées par le ressentiment, plutôt que par le préjudice. » Ma mère a hoché la tête rapidement. « Oui, votre honneur. C'est exactement. » « Je n'ai pas encore posé de questions, » a dit la juge calmement. Le silence est tombé comme une masse. Elle a baissé les yeux sur le dossier à nouveau. Selon les preuves, cette carte de crédit ont été ouvertes en utilisant le numéro de sécurité sociale du sergent Carter. La dette totale est d'environ 59 000 $. Les comptes étaient liés à votre résidence. Est-ce exact? Mon père s'est raclé la gorge. C'est ce que disent les papiers. La juge a levé les yeux. Et vous êtes conscient que l'usurpation d'identité et la fraude à la carte de crédit sont des crimes? Oui, votre honneur, a dit mon père. Elle a marqué une pause juste assez longue pour que la salle retienne son souffle. Alors j'ai une question, a-t-elle dit. J'ai senti mon cœur cogner contre mes côtes. Elle a tourné son regard entièrement vers mon père. À un moment donné, avant ou après la découverte de ces faits, avez-vous proposé de rembourser, de co-signer, ou d'assumer d'une autre manière la responsabilité des 59 000 $ que votre fille Rachel a contractés au nom du sergent Carter? Mon père a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. La juge a attendu. 5 secondes ont passé, 10. La respiration de ma mère est devenue superficielle. Mon père fixait le sol. Je n'ai pas demandé si vous aviez les moyens de le faire, a dit la juge doucement. J'ai demandé si vous l'aviez proposé. Mon père a dégluti difficilement. Non, a-t-il dit finalement. Le mot a atterri avec un bruit sourd. Avez-vous proposé un plan de paiement, a demandé la juge. Non. Avez-vous contacté l'un des créanciers au nom du sergent Carter? Non.
Avez-vous offert une quelconque forme de réparation à la victime de ce crime? Les épaules de mon père se sont affaissées. Non, votre honneur. La juge a hoché la tête une fois, comme si elle s'attendait à cette réponse depuis le début. Vous avez demandé à ce tribunal de considérer le rapport du sergent Carter comme vindicatif, a-t-elle dit. Pourtant, il n'y a aucune preuve que vous ayez pris des mesures pour atténuer le préjudice qu'elle a subi. Au lieu de cela, vous semblez avoir espéré qu'elle absorbe les conséquences toute seule. Ma mère a commencé à pleurer. Pas les larmes contrôlées qu'elle avait montrées plus tôt, mais des sanglots profonds et tremblants. Mon père ne la regardait pas. La juge a tourné son attention vers Rachel. Mademoiselle Carter, les preuves contre vous sont substantielles. Comptes multiples, transactions documentées, et communications demandant des informations personnelles à la victime. Sur la base de ce que j'ai examiné, cette affaire ira au procès. L'avocat de Rachel a commencé à parler, mais la juge a levé la main. La caution restera en place, a-t-elle dit. Aucun contact avec la victime. Passeport remis. Contrôles obligatoires. Elle a regardé mes parents. Ce tribunal n'exige pas qu'un enfant sacrifie son avenir pour préserver le confort d'un autre. La responsabilité n'est pas de la cruauté. C'est la justice. Le marteau est tombé. Alors que l'huissier appelait l'affaire suivante, Rachel s'est finalement retournée. Ses yeux ont rencontré les miens, et j'y ai vu quelque chose qui n'était ni de la peur, ni du regret. C'était de la colère. Elle n'était pas désolée de l'avoir fait. Elle était désolée que j'ai refusé de le porter pour elle. Je me suis levé sur des jambes qui semblaient étrangement stables. Mes parents ne m'ont pas suivi dehors. Ils sont restés derrière Rachel, serrant les rangs une dernière fois. À l'extérieur du palais de justice, l'air semblait différent, plus léger, pas parce que les dommages étaient effacés, mais parce que la vérité avait été dite à haute voix par quelqu'un qui comptait. Je savais que le procès était encore à venir. Je savais que les conséquences prendraient des années à se résorber complètement. Mais pour la première fois depuis que cette alerte de crédit avait vibré sur mon téléphone, j'ai senti quelque chose proche de la terre ferme sous mes pieds. L'histoire que mon père avait racontée, que j'étais sans cœur, rancunière, déloyale, s'était finalement effondrée sous le poids d'une seule question, et rien ne serait plus jamais pareil. Les semaines entre l'audience et le prononcé de la peine se sont étirées plus longtemps que n'importe quel déploiement que j'ai jamais connu. Il n'y avait pas d'explosion, pas d'alarme, pas d'ordre crié, juste l'attente. Le genre silencieux, qui laisse vos pensées tourner sans fin, grattant les vieilles blessures et les nouvelles peurs, jusqu'à ce que tout soit à vif. De retour à la base, la vie a continué comme si de rien n'était. Le réveil sonnait toujours à l'aube. Les bottes frappaient toujours le trottoir en un rythme parfait. Les ordres tombaient toujours, propres et précis. L'armée ne se souciait pas que ma famille se soit fracturée dans une salle d'audience. Elle se souciait que je me présente, que je fasse mon travail, et que j'empêche ma vie personnelle de devenir un fardeau. J'ai fait les trois. J'ai gardé la tête basse et mon dossier propre. J'ai fait le suivi avec chaque banque, chaque créancier, chaque agence. J'ai envoyé des copies des documents judiciaires et des rapports de police, jusqu'à ce que les mots « victime d'usurpation d'identité » semblent estampillés sur mon identité aussi durablement que mon grade. Certains jours, les appels étaient civils. D'autres jours, ils ne l'étaient pas. Nous avons toujours besoin de paiement, sergent Carter. Je n'ai pas ouvert le compte. Cela ne change pas le solde. Ces conversations me laissaient épuisé, d'une manière qu'aucune marche forcée de 20 km n'avait jamais faite. L'épuisement physique avait une fin. Ça, non. Rachel n'a pas pris contact. Elle n'y était pas autorisée selon l'ordonnance du tribunal, mais même si elle l'avait été, je savais qu'elle ne l'aurait pas fait. Dans sa version des événements, j'étais l'ennemi. La sœur qui avait brisé la règle tacite, protégé la famille, quel qu'en soit le coup. Mes parents étaient silencieux, eux aussi. Pas de texto, pas d'appel, pas même une mise à jour neutre. La distance semblait délibérée, comme une punition. Un soir, après une journée particulièrement longue, je me suis assise seule dans mon appartement, et j'ai fixé mon téléphone, voulant qu'il s'allume. Une partie de moi voulait que mon père appelle et dise qu'il avait eu tort, qu'il avait choisi le confort plutôt que la vérité, et qu'il comprenait enfin ce que cela coûtait. Une autre partie de moi savait déjà mieux. La détective Harris a appelé exactement 4 semaines après l'audience.
Sa voix était stable, professionnelle. Rachel a accepté un accord de plaidoyer. Elle dit qu'elle plaide coupable d'usurpation d'identité et de fraude à la carte de crédit. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce que cela signifie? 2 ans de peine avec sursis, 5 ans de probation, conseils financiers obligatoires, 200 heures de travaux d'intérêt général, et restitution complète. Le mot restitution a résonné par-dessus tout. Oui, 59 000 $ plus les intérêts, paiement mensuel. J'ai fait le calcul sans réfléchir. Au niveau de revenus de Rachel, cela prendrait des années, une décennie, peut-être plus. Si elle manque un paiement, ai-je demandé. Elle viole sa probation, a dit la détective Harris, et purgera la peine complète. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Pas de la joie, pas de la satisfaction, juste la connaissance que les conséquences existaient maintenant en dehors de mon corps. Après l'appel, je me suis assise sur le bord de mon lit, et j'ai fixé le mur. Je pensais que je me sentirais vengé ou soulagé. Ce que je ressentais à la place, c'était de la fatigue. Une fatigue profonde, jusqu'aux os. 3 jours plus tard, mon père a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Sa voix semblait plus vieille que dans mon souvenir. « Émilie » a-t-il dit. « Peut-on parler de ce que j'ai demandé ?» Une pause. « De tout ?» Nous nous sommes rencontrés dans un café à mi-chemin entre ma base et la maison de mes parents. Terrain neutre, pas de photos de famille sur les murs, pas d'histoire incrustée dans les meubles. Il semblait plus petit, assis en face de moi. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il soulevait sa tasse. « Je n'ai pas géré ça correctement » a-t-il dit. Finalement. J'ai attendu. « Je pensais que je protégeais ta sœur » a-t-il continué. « Je n'ai pas vu que je te faisais du mal. » J'ai étudié son visage, les rides autour de ses yeux, le pli têtu de sa bouche. « Tu as vu » ai-je dit doucement. « Tu as juste décidé que c'était acceptable. » Il a tressailli. « Je ne pensais pas que tu briserais. »« Je n'ai pas brisé » ai-je dit. J'ai plié. « Il y a une différence. » Il a hoché la tête lentement. « J'aurais dû me tenir avec toi dans cette salle d'audience. »« Oui » ai-je dit. « Tu aurais dû. » Le silence s'est installé entre nous. Ce n'était pas une réconciliation. C'était un inventaire des dégâts. « Je ne te demande pas de me choisir par rapport à Rachel » ai-je dit. « Mais je ne serai plus sacrifié pour maintenir la paix. » Il a baissé les yeux. « Ta mère n'est pas prête. »« Je sais » ai-je dit. « Quand elle le sera, elle pourra m'appeler. » Nous nous sommes séparés sans nous serrer dans les bras. Le premier chèque de restitution est arrivé 2 mois plus tard, 412 $. Je l'ai déposé, et j'ai regardé le chiffre sur mon compte changer d'un montant qui s'enregistrait à peine. Mais c'était une preuve. La preuve que l'histoire avait changé, que le fardeau n'était plus le mien, seul. Cette nuit-là, j'ai dormi jusqu'au matin pour la première fois depuis des mois. L'audience de détermination de la peine a été plus calme que la mise en accusation, mais elle portait plus de poids. Il n'y avait pas de témoin de moralité cette fois. Pas de discours sur la loyauté familiale. Personne ne s'est levé pour expliquer comment Rachel était vraiment une bonne personne qui avait juste besoin de compréhension. Les faits étaient déjà au dossier, et les faits n'ont pas besoin d'être défendus quand ils ont enfin été reconnus. J'étais assise seule sur l'un des bancs en bois dur, les mains croisées sur mes genoux, le dos droit par habitude. J'avais pris ma matinée et j'avais conduit tôt, me garant à 3 pâtés de maison pour pouvoir marcher et me vider la tête. L'air était froid, vif dans mes poumons, me ramenant à la réalité. Rachel était assise à la table de la défense à nouveau, mais elle avait l'air différente maintenant, plus petite. Pas d'une manière fragile, plus comme quelqu'un qui avait réalisé que le monde n'allait plus se plier autour d'elle. Son avocat a parlé brièvement. Elle a hoché la tête quand on l'a sollicité. Elle ne m'a pas regardé. Mes parents sont arrivés ensemble, mais ils ne se sont pas assis derrière elle cette fois. Ils ont pris des sièges plus loin derrière, séparés par un petit écart, mais indubitable. Ma mère fixait ses mains. Mon père gardait les yeux sur la juge. Quand la juge a examiné l'accord de plaidoyer et prononcé la sentence, les épaules de Rachel se sont affaissées juste légèrement. Probation, travaux d'intérêt général, conseils obligatoires, restitution, une condamnation pour crime qui la suivrait partout.
Le marteau est tombé, et c'était fini. Pas d'éclat dramatique, pas d'excuses, juste la fin d'un chapitre et le début d'un autre qui prendrait des années à se résoudre. Alors que les gens commençaient à sortir, mon père s'est levé lentement. Il a hésité, puis a marché vers moi. Pendant un moment, je me suis demandé s'il allait dire quelque chose ici, au grand jour, où la vérité ne pouvait pas être réécrite. Au lieu de cela, il s'est arrêté à quelques mètres. « Tu as obtenu ce que tu voulais » a-t-il dit doucement. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo, a donné un coup de poing, à tenir bon, juste pas contre lui. Non, ai-je dit, j'ai obtenu ce qui était juste. Il n'a pas répondu. Il s'est tourné et s'est éloigné. C'était la dernière fois que je voyais ma mère en personne. Dans les semaines qui ont suivi, la vie s'est installée dans un nouveau rythme. Pas normal, juste différent. J'ai continué à réparer ce que je pouvais. Mon score de crédit grimpait point par point. Les comptes frauduleux ont été fermés. Des notes ont été ajoutées à mon dossier expliquant les circonstances. Cela prendrait du temps, mais le temps était quelque chose que je me sentais enfin autorisé à avoir. Au travail, mon commandant m'a appelé dans son bureau à nouveau. Cette fois, il n'y avait aucune tension. J'ai passé en revue le résultat du tribunal. Il a dit, vous avez géré cela de la bonne manière. J'ai expiré lentement. Merci, monsieur. Il a hoché la tête. Il faut de l'intégrité pour faire ce que vous avez fait, surtout quand c'est personnel. Intégrité, un mot que mon père avait l'habitude de revendiquer comme le sien. J'ai commencé une thérapie un mois plus tard, quelque chose que j'avais repoussé depuis des années. S'asseoir en face d'un étranger et dire « ma famille a choisi ma sœur plutôt que moi » semblait plus lourd que de porter un sac à dos en montée. Mais chaque séance a retiré une autre couche que je ne réalisais pas que je portais. Je n'étais plus en colère tout le temps, juste occasionnellement. Et quand ça venait, je laissais passer au lieu de l'avaler tout rond. La première fois que le paiement de restitution de Rachel a été validé, j'ai fixé la confirmation de dépôt pendant un long moment. Ce n'était pas une question de montant. C'était une question de reconnaissance. La trace écrite qui disait clairement « Ceci n'était pas à vous de le porter seul ». Mon père a envoyé un texto une fois, des mois plus tard. Une seule ligne, « J'espère que tu vas bien ». Je l'ai fixé, puis j'ai posé mon téléphone. Certains ponts ne brûlent pas. Ils s'estompent simplement dans la distance. Un soir, debout dans ma cuisine en préparant le dîner pour une personne, j'ai réalisé que je fredonnais dans ma barbe. Le son m'a surprise. Je ne pouvais pas me rappeler la dernière fois que j'avais fait ça sans y penser. La guérison n'était pas bruyante. Elle ne s'annonçait pas. Elle se montrait tranquillement, dans de petits moments qui ne demandaient pas d'attention. Je n'attendais plus la permission d'avancer. La dernière chose à revenir fut le silence. Pas le genre lourd et suffocant qui suivait les appels téléphoniques et les dates de tribunal, mais une version plus douce, une qui ne demandait ni réponse ni explication. Le genre qui me laissait m'asseoir avec mes propres pensées sans me préparer immédiatement à l'impact. 6 mois après la condamnation, ma vie semblait ordinaire de l'extérieur. Je me levais tôt. J'allais travailler. Je m'entraînais. Je payais mes factures. Je vérifiais mon rapport de crédit une fois par mois au lieu d'une fois par jour. Le chiffre continuait de grimper, lentement, régulièrement. La preuve que les dommages pouvaient être réparés si vous arrêtiez de prétendre qu'ils n'étaient pas là. Les paiements de restitution de Rachel arrivaient comme une horloge. De petits montants, jamais assez pour être satisfaisants, mais assez pour compter. Assez pour me rappeler que la responsabilité existait au-delà des mots. Je ne les ai jamais encaissés avec un quelconque sentiment de triomphe. Chaque dépôt venait avec un mélange compliqué de soulagement et de chagrin. Soulagement que le fardeau ait changé de place. Chagrin pour la sœur que je pensais avoir, celle qui m'aurait protégé comme je l'avais protégée. Cette sœur n'a jamais existé. Le plus dur n'a pas été de perdre Rachel. C'était de perdre la version de mon père autour de laquelle j'avais construit ma vie. Nous avons parlé une fois de plus près d'un an plus tard. Pas prévu, pas émotionnel, juste une rencontre fortuite dans une épicerie près de la maison de mes parents quand je rendais visite à un ami à proximité. Il semblait plus vieux, plus mince, comme quelqu'un qui avait porté quelque chose de lourd sans savoir où le poser. « Émilie » a-t-il dit,
incertain. Papa, ai-je répondu. Nous étions debout là, entre des étagères de soupe en conserve et de pâtes en boîte, entourés d'étrangers qui n'avaient aucune idée que notre histoire s'effondrait tranquillement dans la laissette. Je ne t'ai pas élevé pour te retourner contre ta famille, a-t-il dit finalement. J'ai senti le vieil instinct monter, l'envie d'expliquer, de justifier, d'adoucir, le besoin d'être comprise. Au lieu de cela, j'ai pris une respiration. Tu m'as élevé pour dire la vérité, ai-je dit. J'ai juste arrêté de mentir pour tout le monde. Il n'a pas argumenté. Il ne s'est pas excusé non plus. Il a hoché la tête une fois, comme s'il classait cette réponse quelque part où il pourrait la visiter plus tard. C'était suffisant. Ma mère n'a jamais pris contact. J'ai arrêté d'attendre qu'elle le fasse. À un certain point, l'espoir se transforme en habitude, et les habitudes peuvent être brisées. Ce qui m'a le plus surprise n'était pas la perte. C'était l'espace qui s'est ouvert après. L'énergie que j'avais passée à gérer les émotions des autres était soudainement la mienne à nouveau. Je l'ai utilisée pour construire quelque chose de plus calme, de plus solide. J'ai trouvé un appartement plus proche de la base. Rien d'extraordinaire, propre à moi. J'ai accroché mon uniforme soigneusement au lieu de le laisser s'entasser en un tas, comme s'il comptait à nouveau, comme si je comptais à nouveau. En thérapie, j'ai appris une phrase qui m'est restée. Être celle qui est facile à vivre n'est pas un compliment. C'est un signe d'avertissement. J'avais passé toute ma vie à être celle qui n'avait pas besoin de grand-chose. Celle qui s'ajustait, celle qui absorbait l'impact pour que les autres n'aient pas à le sentir. Je pensais que c'était de la force. Maintenant, je sais que la force, c'est dire non sans excuse. La force, c'est laisser les gens s'asseoir avec les conséquences de leurs choix, au lieu d'amortir chaque chute. Parfois, tard le soir, je pensais encore à ce qui aurait pu se passer si j'étais restée silencieuse. Si j'avais payé la dette, si j'avais laissé l'histoire être réécrite pour maintenir la paix. J'imaginais une version de moi-même des années plus tard, fatiguée, rancunière, nettoyant encore des dégâts qui n'étaient pas les miens. Puis je regardais autour de mon appartement, le calme, l'ordre, la vie qui devenait lentement, délibérément la mienne, et je savais que j'avais bien choisi. Les gens aiment dire que la famille est tout. Ce qu'ils veulent dire, c'est que la famille est censée être sûre. Quand elle ne l'est pas, quand l'amour vient avec des conditions et que la loyauté exige l'autodestruction, quelque chose a déjà mal tourné. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai simplement arrêté de la maintenir en un seul morceau, par mon silence. Si vous écoutez ceci et que vous vous tenez à ce même carrefour, entre maintenir la paix et garder votre respect de vous-même, je veux que vous entendiez ceci clairement. Vous n'êtes pas cruel pour avoir choisi la responsabilité. Vous n'êtes pas sans cœur pour avoir refusé d'être utilisé, et vous n'êtes pas seul à vous éloigner d'un rôle qui n'a jamais été juste pour commencer. Si cette histoire a résonné en vous, j'aimerais le savoir. Partagez vos pensées dans les commentaires. Dites-moi d'où vous écoutez. Et si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, des histoires sur les limites, la vérité, et le fait de retrouver son équilibre, pensez à vous abonner pour que nous puissions continuer cette conversation. Nous ne guérissons pas en restant silencieux. Nous guérissons en disant la vérité, ensemble.